Salut Internet! Aujourd'hui, on s'attaque au dépliage UV et aussi aux matériaux. Ça va être un petit peu technique, je vais cafouiller un petit peu, je m'en excuse à l'avance, mais si vous êtes prêts, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour pratiquer ce qu'on vient de voir. Je vous retrouve à la fin. Alors, la première chose que je vais faire aujourd'hui, ça va être d'expliquer très rapidement qu'est-ce que le UV mapping ou UV unwrapping, dépendant de à qui on demande et de quoi on parle. Donc, je vais commencer simplement avec un cube. Et si on regarde ici, il y a Generate UVs. Je vais enlever ça. Je le sais, c'est un peu idiot, mais si je veux expliquer c'est quoi, ça va marcher. Donc, nous avons ici une forme tridimensionnelle. Pour pouvoir mettre une texture bidimensionnelle sur un objet tridimensionnel, il faut d'abord aplatir l'objet. Et pour aplatir l'objet, il faut expliquer au logiciel comment l'aplatir. Et pour l'aplatir, on va faire un dépliage. Donc, c'est un petit peu comme si on va découper toutes les facettes de notre cube pour les mettre à plat. Voilà, j'ai refait un cube, mais cette fois-ci, il est constitué de 4 planes. Pourquoi? Eh bien, je vais montrer ça tout de suite. Voilà. Juste une seconde. Cursor selected. To 3D cursor. OK. Donc, le but de faire un UV unwrapping, ce sera qu'après, on va pouvoir prendre notre cube et le déplier un peu de cette façon-là. Comme je viens de faire avec, cette face-là, pardon. On va pouvoir faire la même chose avec celle-ci. Je prends ceci. Cursor to selected. To 3D cursor. Et je ferai ça avec toutes les faces. Là. Je vais juste les mettre à plat. Chacune de leur côté, ça va marcher aussi. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemblerait le dépliage de mon cube. Si je remets mon cube derrière, voilà. Donc, on prend notre cube et on le met en 2D en le découpant en différentes faces. Parce que là, je pense que c'est assez clair. Ouais. OK. Pour faire ça, si je prends mon cube, je vais juste l'isoler. Pour isoler un objet dans Blender, on utilise la barre oblique sur le pavé numérique, juste à côté de Numlock. Et voilà, il est isolé. Et ce que je vais faire pour déplier cet objet-là, je vais me mettre en mode édition avec Tab. Et je vais sélectionner les edges que je veux utiliser comme découpe, si on veut. On va parler de seam. Pour ça, je sélectionne les seams que je suis intéressé à avoir. Donc, c'est là où est-ce qu'on va découper l'objet. Chose comme ça devrait être pas trop mal. On va essayer. CTRL E, E pour Edge, donc ça me permet d'ouvrir le menu Edge qui est ici, mais avec un raccourci clavier. Je fais Mark Seam. Et voilà, j'ai sélectionné les seams de mon objet. Disons que ça me satisfait. Je n'ai qu'à me mettre en mode face avec 3 au clavier. Faire A pour tout sélectionner et j'appuie sur U, U pour UV mapping et je fais Unwrap. Et là, si tout a bien été fait, si je vais dans l'onglet UV Editing, je devrais voir à quoi ressemble mon objet une fois déplié. Comme mon cube a 6 faces, je devrais m'attendre à voir 6 carrés distincts.
Et effectivement, j'ai 6 carrés distincts. C'est pas le même dépliage que ce que j'avais ici. Il y a pas, c'est pas un problème. Dans ce cas-ci, c'est même peut-être un peu mieux comme ça parce que ça me permet d'avoir une plus grande portion de mon image qui est inclus dans mes UV. Donc, mes UV sont moins rétrécis à l'intérieur. Ça me permet peut-être d'avoir une meilleure qualité éventuellement. Jusque-là, des questions? Non, c'est bon. OK. Ça, on s'entend, c'est un cube. C'est quelque chose d'assez facile. Ça va être différent si on a, par exemple, un visage. Bon, celui-là, j'ai supprimé les UV avant de l'importer parce que je voulais montrer justement comment on fait des UV sur quelque chose d'un peu plus complexe comme un visage. Et on voit que ce qui arrive ici, dans le fond, c'est juste un UV sans le moindre signe indiqué. Donc, ça va faire quelque chose qui est excessivement dense par endroits et excessivement distordu par d'autres. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi? Juste montrer, pas de besoin de prendre de notes. On va voir ça après. Mais si je vais dans Shading, petite seconde, celui-ci, en fait, ils ont tout un matériel par défaut, donc c'est pas trop pire. Ah non, il y a son propre matériel. Donc, juste prendre une texture au hasard. On va prendre la brique parce que ça permet de bien voir les distorsions. Je vais le mettre dessus. Là, ça a l'air pas trop mal parce que ce n'est pas une projection UV. Je vais mettre une projection UV dessus. Il faut juste que je me rappelle comment. UV map, voilà. Et voilà à quoi ressemble le UV de ce merveilleux visage. On s'entend que ici, on va avoir une résolution assez incroyable, mais quand on va être rendu dans cette partie du visage, on verra plus rien. On verra juste un paquet de pixels. Ce n'est pas très efficace. Donc, si je reviens en UV Editing, ce que je vais faire, je vais simplement prendre mon visage et commencer à faire un dépliage UV de la même façon que je l'ai fait avec le cube, mais cette fois-ci avec le visage. Donc, je vais commencer par me mettre en mode Edge. Je sélectionne une série de Edge, je fais CTRL-E, Mark C, première partie. Je pense que je l'avais dit dans une autre vidéo, mais pour sélectionner une série de edge comme ça, on appuie simplement sur CTRL. Si on veut rajouter à la sélection, c'est avec CTRL-SHIFT. Donc, si je reprends, par exemple, je clique ici, j'appuie sur CTRL. Ici, ça va sélectionner le chemin le plus court entre les deux. Et si je veux rajouter à cette sélection-là, j'appuie sur SHIFT, j'appuie sur CTRL également et je peux continuer ma sélection comme ça. Et si je veux faire le tour, faire un loop, dans le fond, je peux faire Alt et cliquer sur un Edge Loop, ce qui va me permettre d'avoir justement le tour de mon objet. Pour l'instant, on va continuer comme ça. Faire les oreilles. Ça va être un peu plus touchy. Et voilà. On a maintenant sélectionné tous les signes de notre objet. Et je peux maintenant dire que je vais tout sélectionner, faire un U et Unwrap. Et là, généralement, notre objet va être bien déplié, ou à peu près. Des fois, on peut vouloir replacer un petit peu ce qu'on appelle des îlots. Donc, ceci. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des îlots. Donc, moi, ce que j'aime faire, généralement, je les sélectionne tous. J'appuie sur G au clavier pour grab, les déplacer. Et je vais les tasser. Et ensuite, je vais les replacer manuellement. Pour sélectionner entièrement un îlot, je peux cliquer sur
un des vertex qui le constitue et faire CTRL L pour linked, et ça va me le sélectionner au complet. Je peux maintenant le déplacer avec G, le rotationner avec R, le faire tourner. Généralement, petite note sur les visages, on va avoir tendance à faire les visages un peu plus gros que le reste de la tête parce que c'est là où est-ce qu'on a les détails les plus importants. Donc, dans ce cas-ci, je vais le mettre un peu plus gros que les deux autres ici. Quand c'est symétrique, on essaie de garder justement à peu près la même taille pour les différents objets et une orientation à peu près similaire. Donc, parce que c'est quelque chose comme ça devrait être pas mal. Surtout que ça permet d'avoir une meilleure symétrie entre les deux. Là, je vais le mettre ici un petit peu plus petit pour qu'il rentre. Comme avec les oreilles, on risque d'avoir quand même pas mal de détails. Ceux-là, je ne vais pas les réduire, je vais simplement les placer ici. Là. Et voilà. Et j'ai fait mon UV mapping de mon objet. On s'entend, c'est quand même quelque chose d'assez simple à 90% du temps. En fait, ironiquement, souvent, ce qui va être le plus compliqué à faire, c'est les objets plus simples. Parce que c'est des trucs qui sont très géométriques, dont les UV doivent être, entre guillemets, parfaits, sinon on va avoir des distorsions à l'intérieur. Par exemple, si je fais une tour qui doit avoir un motif très particulier de pierre à l'intérieur, comme pour un château, par exemple, eh bien, je vais devoir faire des UV qui minimisent ou optimisent particulièrement bien les déformations de ces formes-là. Et c'est ça que je vais démontrer maintenant. Donc, là, dans ce cas-ci, ça va être un petit peu plus complexe, ironiquement. Donc, ce que je vais faire dans ce cas-ci, sélectionner tout le tour de cette zone-ci. On s'entend, ça, ce serait très basse résolution, mais c'est pas mais très basse. Ce serait basse résolution, tout court. C'est pas quelque chose qu'on mettrait dans un film, j'imagine, avec une forme aussi laide que ça, mais on va s'en contenter pour l'instant. Ah. Ici. Ah. Ici, j'ai pas besoin du bas ici. On va placer un signe ici. Ici. Ah. Maintenant. Ouais. Y aller comme ça. Ces parties-là à part. Reste. Une autre belle portion qui va être accélérée, ça. Donc là, on pourrait croire que ça va faire quelque chose d'à peu près correct, mais si je sélectionne tout ça, Unwrap, et que je vais dans mon UV Editing, voici ce que ça me donne. Ça a l'air pas trop pire a priori, mais là, on va voir des trucs un peu bizarres. Il y a ici, j'ai fait une erreur a priori, je vais juste sortir de l'isolation. Voilà. Il y a probablement d'autres trucs un peu bizarroïdes, mais on va régler ça une chose à la fois. Donc, première surprise que j'ai en ce moment, c'est que la partie centrale de la tour a bien été dépliée. Ça, c'est pas tout le temps que ça arrive. Dans ce cas-ci, c'est probablement parce que je suis resté assez basse résolution. Mais là, le problème que j'ai surtout, ça va être de trouver
l'endroit où est-ce que j'ai oublié cette zone-ci. Comment je vais faire? Il y a un petit bouton ici qui permet de lier la sélection UV à la sélection réelle. Donc, si je clique ici, je peux sélectionner la partie qui est problématique selon moi et je peux zoomer dessus avec le point au clavier. Et là, je me rends compte qu'effectivement, j'ai oublié un edge ici. Voilà, Mark C. Et là, normalement, ça devrait régler le problème. Je refais un UV, unwrap, et voilà. Ça a réglé en bonne partie le problème. Cependant, ce que je remarque, c'est que ici, j'avais mis un signe supplémentaire parce que je voulais justement déplier ça à plat. Pourquoi? On va voir ça dans une seconde. Mais ça ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il considère que ça, c'est une zone plate. Donc, il va simplement la projeter en regardant par en haut et projeter la texture comme si c'était une simple surface plane. C'est peut-être pas ça que je voulais. Donc, ce que je vais faire pour pallier à la situation, je vais simplement rajouter quelques autres signes à des endroits stratégiques, comme ceci. Ici, et ça devrait être bon. Mark C. J'en ai-tu d'autres? Oui, en haut ici. 1, 2 et un troisième ici. Ici. Là, si je fais unwrap, et voilà, ça devrait être utilisable. Cette zone-ci qui est, c'est vrai, quand on fait CTRL-L dans l'espace 3D, on a différents types de liens qu'on peut faire. Dans ce cas-ci, c'est signe et ça me permet de voir justement quelle est cette partie-ci que j'ai vue. Autre détail que j'ai pas mentionné jusqu'à date et qui peut avoir son importance, quand je fais mon unwrap, j'ai aussi mon petit panneau qui apparaît ici et qui me permet de choisir la marge que je veux entre mes îlots. Donc, si je veux quelque chose de très vide, entre guillemets, je peux mettre quelque chose d'assez haut. Et si je veux quelque chose de très collé, je peux le mettre à 0. Si vous avez l'intention de faire des textures qui sont moindrement complexes avec un logiciel comme par exemple Substance Painter, prévoyez toujours de mettre un petit peu d'espace entre vos UV parce que sinon, il va y avoir par exemple, si je peignais un UV dans cette zone-ci, bien, avec la marge, ça va aller baver un petit peu sur cette zone-ci. Ça, on ne veut pas ça. Généralement, quelque chose autour de 0.015 ou quelque chose comme ça devrait être bon, juste pour être sûr. Si je le mets à 0.02, ça devrait être quand même très suffisant pour ça. Effectivement, ça me semble bien. Donc, pourquoi j'ai décidé de séparer ces éléments-ci, chacun de leur côté? On va aller voir ça tout de suite. Si je vais dans mon Shading Editor et que je sélectionne ma tour, voilà, créer un nouveau matériel et encore une fois, je vais me créer une texture de brique. Voilà. Et cette fois-ci, je ne chercherai pas le UV pendant 3 heures parce que je me suis rappelé où est-ce qu'il était cette fois-ci. Et voilà. Et je branche là dans Base Color. Et là, j'ai juste augmenté le nombre de... C'est celui-là, j'ai un doute. Non, c'est pas celui-ci. Voilà. C'est pas ça. Je vais l'avoir. Non. Fréquence. Non. Ah, Scale. Comme je le dis, c'est pas les textures que j'utilise le plus souvent. Donc, la raison pourquoi je voulais séparer ça, c'est que je voudrais que le plancher qui est ici, au niveau de la tour, ait des cercles concentriques tout le tour, mais sans que j'ai nécessairement besoin de changer la texture spécialement pour le sol qui est ici. Ce que je peux faire dans ce temps-là, c'est adapter mes UV pour gérer une déformation telle que moi je la voudrais là-dessus. C'est un peu du bricolage, c'est pas tout le monde qui est fan de faire ça comme ça. Moi, je trouve que c'est acceptable pour des éléments qu'on voit en arrière-plan. Et ce que je vais faire, justement, je vais juste enlever ça pour pouvoir faire la manipulation en question. Je vais sélectionner tous les îlots que je veux mettre avec ce type de déformation-là. Donc, ces 4-là pour commencer. Je vais les tasser sur le côté. Et ce que je vais faire, je vais utiliser le scale pour les aplatir. Là, non. S pour scale.
Y, je pense, pour le faire en Y seulement, et 0, Enter. Donc, je reviens sur ce que j'ai fait. J'ai pris une section mais en fait, j'ai pris des edges de mes UV. Dans ce cas-ci, ces quatre-là. Je fais S pour scale, Y pour restreindre seulement à la verticale, et 0 pour dire que je veux un scale de 0. Et je fais ça sur l'ensemble des edges que je veux mettre à l'horizontale. S, Y, 0. Et ça se fait quand même assez vite. Et voilà, j'ai fait l'ensemble des lignes verticales. Il me reste les horizontales à faire. Tu avais une question? Non. SX0 cette fois-ci, parce qu'on le fait à l'horizontale. SX0. Ou horizontal dans le sens que mes lignes s'alignent dans le sens horizontal. Donc, je les aplatis à l'horizontale. Juste préciser. Pas que je mélange l'horizontal de la verticale. SY0. Non, je vais l'avoir. SX0. Et petite précision en passant, les raccourcis clavier, comme par exemple sélectionner un loop avec Alt, clic, ça fonctionne aussi en UV. Hein? Et j'en profite aussi pour m'excuser auprès de certaines personnes qui seront très choquées de voir que je déforme des UV volontairement. Il y en a qui sont vraiment pas fans de ça. OK. Donc, maintenant que c'est fait, on voit qu'ils sont pas tous pareils. C'est pas très grave pour l'instant. On va corriger ça dans une seconde. Ce que je voudrais pour l'instant, ce serait simplement de les orienter les uns avec les autres. Donc, pour m'assurer qu'il y ait le moins de signes entre mes différents îlots que possible. Donc, ce que je vais faire, je vais réactiver ceci, ce qui va me permettre, en sélectionnant par exemple ceux-ci, de voir que cette zone-ci est censée se rattacher à cette partie-là. Je peux le désactiver. Je sélectionne tout. CTRL L, je peux le placer ici. Hein? Ceci, ça va. OK. D'avoir le bon ordre. Hein? Et ceux-ci vont... OK. Oui, au fait, je précise, quand que ceci n'est pas activé pour voir les UV, on doit avoir sélectionné l'ensemble de la géométrie. Juste préciser en passant. Donc, voilà. Mes UV sont tous alignés les uns avec les autres. Ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est m'assurer qu'il n'y ait plus d'espace entre les différents signes. Donc, ça, c'est assez facile. C'est exactement comme ce que je faisais tantôt. SX0. SY0 plutôt. Voilà. SY0. Et je vais faire la même chose à l'horizontale, comme ceci. SX0. Horizontale dans le sens que je les aligne à l'horizontale. Et maintenant, ce qu'il y a de merveilleux, comme mes signes correspondent comment dire, comme j'ai aligné mes îlots comme ils le sont normalement dans mon objet, si je sélectionne cette partie-ci, on voit que avec elle, ils sont maintenant tous fusionnés les uns avec les autres, et ça peut sauver un peu de temps. Maintenant, comme je l'ai dit, on voit qu'il y a quand même un petit peu de déformation entre les différentes parties. Ça, je vais y aller un petit peu à l'œil. Ce que je peux faire,
très rapidement, je peux très bien prendre ceci et me baser sur cette partie de mon mesh qui, elle, est équidistante. Donc, simplement à sélectionner cette partie-ci. Je me mets en magnétisme vertex. Voilà. Et je peux maintenant aligner très rapidement mes différents vertex comme ça. Ça, pas très long. On va voir dans une seconde qu'est-ce que ça donne tout ça. Ça s'en vient. Encore deux dernières et ce sera terminé. J'en profite aussi pour replacer la partie principale, c'est-à-dire, je vais passer ça. C'est-à-dire cette zone-ci qui est orientée dans le mauvais sens. Donc là. Je la replace, disons, ici. Ça, c'est le toit. On va le laisser tranquille pour l'instant. Je vais le mettre juste un petit peu plus petit. C'est bon. On peut le placer ici. Et on va voir ce que ça a donné. Donc, si je reviens en Shading Editor, on voit que maintenant, les UV font le tour de cette zone-ci. Ceux qui se demandent pourquoi il y a des déformations, ça, c'est simplement parce que, comment je dirais ça, les UV sont une forme de projection, donc c'est sûr qu'il va y avoir des petites imperfections, mais si on regarde ça de loin, ça ne paraît pas, et c'est pour ça que avec une aussi faible résolution que ça en termes de géométrie, eh bien, on ne va pas regarder de proche. Normalement, si je faisais une subdivision là-dessus, ça ne paraîtrait plus. Je vais peut-être, est-ce que je le fais ou... Ah non, ça serait trop long. Donc, quoi que je me mets très rapidement, peut-être, voir ce que ça donne. Pas le faire partout, je vais juste faire une zone en particulier. Comme ceci. Comme ceci. Juste pour montrer que le fait de subdiviser, ça règle ce problème-là en général. En général et en capitaine, je précise. Voilà, donc ça devrait être bon. Petit oubli. Et que je reviens en Shading Editor. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Ah, voilà. On voit qu'effectivement, la déformation a disparu ici. Des questions? Non, c'est bon. Oh, très bien. Donc, ça, c'était pour les UV. On s'entend, c'est juste un aperçu très sommaire de la chose. Juste deux petits outils que je vais montrer très rapidement avec ceci. Ça, on s'entend, faire un UV de ça, ce serait assez chiant si je devais le faire en mode vertex par vertex, entre guillemets. Voilà. Si je prends ça, j'enlève ceux-là. Juste diviser ça en deux pour me faciliter un petit peu la vie. Mark scene.
ici, ça va juste, ça va derrière, c'est bon. Donc, si je sélectionne tout ça, je fais un UV, et voilà. Là, on s'entend, c'est pas parfait, il y aurait beaucoup de retravail à faire, mais ce que je voulais montrer, c'est surtout les trois petits outils qu'on a ici. Donc, si je sélectionne celui-ci, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ça vient pincer les UV. En fait, pincer. Vous voyez ce que ça fait. Celui-ci, ça va être un peu l'inverse. Ça va détendre les UV. Celui-ci, c'est un espèce de grab. Donc, je peux prendre une zone et la déformer un peu comme je veux. Et après ça, bon, ça, c'est ceux qu'on a vus auparavant. Et celui-ci, c'est un petit peu l'équivalent de quand je suis ici, que je sélectionne les trois transformations en même temps. Donc, je précise, on a Move, Rotate et Scale, qui sont dans un même outil. Est-ce que tu as des questions sur les UV? Non, c'est bon. OK. Donc, ça, c'était pour les UV. Ce qu'on va maintenant voir, ça va être le shading. Pour ça, je vais me faire une nouvelle scène générale, donc Save. Et je vais vous inviter tous à ouvrir une page Internet pour visiter le site texture.com. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser quelques éléments de ce site-là. Premièrement, il faut se créer un login. Moi, j'en ai déjà un. Je vais juste me loguer hors écran pour pas révéler d'informations personnelles. Voilà. Trop de mots de passe différents à retenir. OK, merci. Donc, ce site-là, ça contient beaucoup de ce qu'on appelle des textures PBR. PBR, ça veut dire Physically Based Renderer. En gros, c'est un type de rendu qui va essayer de reproduire la réalité physique des objets. Donc, si par exemple, je tape rock, OK, j'avais peur de me trouver avec une photo de Dwayne Johnson, mais c'est bon. Et là, si je regarde, j'ai toutes sortes de roches que je peux utiliser. J'ai de la neige que je peux utiliser. J'ai une falaise avec un peu de neige. J'ai des cratères lunaires. J'ai des falaises et ça continue ainsi de suite. Celle-ci me semble intéressante. On va prendre celle-ci pour commencer. Oui, ça va être bon. Donc, on a tout un tas d'images qu'on peut télécharger qui sont basées là-dessus et qui vont nous permettre de recréer ceci. On va voir ensemble comment faire. Donc, je vous invite à en choisir une et à télécharger l'ensemble des textures qui lui sont liées. Donc, on va prendre ceci, 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 ceci. Et là, il y a littéralement deux matériaux dans celui-ci, je viens de m'en rendre compte. C'est pas grave, ça va m'en faire plus pour m'amuser. Donc, moi, je vais juste pendant que vous faites ça à la maison, moi, je vais juste me faire un petit dossier avec ça. Ce sera pas long. Là. Nouveau, dossier, texture. C'est fait. Et je vais pouvoir utiliser ça. Donc, pour les besoins de la cause, je vais utiliser une plainte. Ça va être facile à utiliser. Add mesh. En fait, une grid, correction. Et je vais lui donner quand même assez de subdivision. Je dirais 100 par 100. Et je vais la mettre à 10 mètres en termes de taille. Je crois que ça donne quelque chose d'assez suffisant pour la démonstration d'aujourd'hui. Maintenant, comme je l'ai fait tantôt, on va aller dans Shading et je vais créer un nouveau matériel. Jusqu'à date, pour créer un matériel, on passait dans l'onglet Matériel, mais là, on va commencer à utiliser les nodes, ce qui est un peu plus puissant. Donc, nouveau matériel. Et voilà. Et je vais importer mes images. On a un petit navigateur ici qui peut sauver quand même pas mal de temps.
Je les ai mis directement sur le bureau pour me faciliter la vie. Donnez-moi une petite seconde. Desktop, texture. Et voilà. Et maintenant, j'ai l'ensemble des textures que j'ai importées tout à l'heure du site. Ce que je peux faire, je peux aller chercher ça. Et si je la glisse directement, ça va me créer directement le bon type de node pour importer une image. Attention, on peut aussi le faire manuellement en allant dans Add, Input, non pas Input, pardon, Texture, Image, Texture. Et on a maintenant un node de lecture qu'on peut aller ouvrir et aller chercher manuellement la texture dont j'ai besoin, mais comme j'ai déjà mes aperçus sur le côté, je trouve que ça va un peu mieux comme ça. Donc, ce que je vais faire, commencer par une image, et ce que je vais faire, je vais brancher celle-ci directement dans ma base color qui est ici. Voilà mon objet texturé. Enfin, ça, c'est ce que certaines personnes, dis-je, ont tendance à croire la première fois qu'ils ouvrent un logiciel 3D. Dans les faits, ça ne suffit pas à faire un matériel. Oui, c'est une texture, mais il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte quand on fait une texture. On va les regarder très rapidement ici. Subsurface. Ça, ce que c'est une espèce de transparence, un petit peu comme quand on met notre main par-dessus une source de lumière et qu'on voit la couleur de notre sang à travers notre peau. C'est un petit peu la même chose. Métallique, ça, c'est à quel point notre objet va être métallique. Par exemple, si je le mets à 100% avec un maximum de spéculaire et zéro roughness, eh bien là, je me retrouve avec littéralement un miroir, ou à peu près. Le spéculaire, c'est à quel point mon objet va être réflectif. Et la roughness, c'est à quel point on va brouiller cette réflexion-là. Parce que oui, il y a une différence entre mettre 100% de roughness avec un spéculaire et zéro spéculaire. Comme on voit en ce moment, ça fait une différence. Après ça, bon, je ne vais pas passer en revue tous les éléments du matériel parce que ce serait un petit peu long. On a l'indice de réfraction, à quel point notre objet, s'il est transparent, va déformer ce qui est derrière. Mais je crois que ce sera tout ce que je vais présenter pour l'instant parce que sinon, ce serait plus vraiment un cours d'introduction. Je vous invite à les essayer. C'est quand même assez facile à tenter. Donc, celle-ci, il s'agit de ce qu'on appelle une ambient occlusion. Une ambient occlusion, c'est les endroits où est-ce que la lumière a du mal à se rendre. Par exemple, si je colle mes mains une avec l'autre, on va voir qu'entre mes mains, il y a une petite zone où est-ce que même si j'éclaire, il n'y aura pas de lumière. L'ambient occlusion, c'est cette zone-là, un espèce de point de contact. On peut rajouter un ambient occlusion à une texture en couleur. Dans Blender, ce serait simplement de rajouter la texture ici. Ensuite, on va aller chercher un node de couleurs, mix RGB, qui permet de mélanger des couleurs. Et je vais brancher les deux ensemble, comme ceci, mais en mode multiplication, multiply. Et on devrait voir une différence entre le moment où est-ce que j'ai de l'ambient occlusion et où j'en ai pas. On voit la différence que ça donne. Petit mot sur les nodes très rapidement. La façon dont il faut voir les nodes, c'est un peu des opérations logiques. Ici, on a ce qu'on appelle des nodes d'entrée, dans lesquelles on rentre des données. Dans ce cas-ci, des textures. Ensuite, chaque ligne, c'est les données qui sortent de ces nodes d'entrée-là et qu'on peut manipuler en utilisant des opérations logiques qui sont des nodes. Dans ce cas-ci, donc, je prends les valeurs de cette node d'entrée-là que je multiplie par les valeurs de cette node d'entrée-là. Et j'envoie le résultat dans la couleur de base de mon matériel. Les matériaux, on va en reparler dans quelques instants.
Mais pour l'instant, on va commencer par setter notre premier matériel PBR. Troisième plutôt image que je vais rentrer, c'est celle-ci, qu'on appelle une height. Mais je ne vais pas l'utiliser tout de suite, je vais la laisser de côté. On va y revenir tout à l'heure. Ensuite, on va utiliser une normal map. Et ça va être un peu mélangeant pour beaucoup de monde, donc je vais aller assez lentement. Donc, j'importe ma normal map. Une normal map, ce que ça va faire, ça va changer la direction de la normale. En 3D, la normale, c'est simplement la direction dans laquelle un polygone pointe. Donc, généralement, c'est à 90 degrés par rapport à sa surface. C'est quelque chose qui existe aussi en sciences physiques, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Dans ce cas-ci, le fait de changer la direction de la normale va permettre de changer la façon dont notre objet interagit avec la lumière. Par exemple, si on regarde ici en ce moment, notre surface a de l'air 100% plane. Mais si j'utilise une normale map, je vais pouvoir changer l'impression qu'on a en regardant notre surface. Par exemple, première chose à faire, une fois qu'on a importé notre normale, on doit spécifier au logiciel, attention, cette image-là, ce n'est pas de la couleur, c'est des données. Pour faire ça, on a le color space qui est ici, on va le sélectionner, on va le mettre à non-color. Assez facile jusqu'à là. Ensuite de ça, on va avoir besoin d'un autre node qui va prendre ces données-là et les transformer en données de normale. Pour ça, on va aller dans Add, Vector, et on va aller choisir Normal Map. On va rentrer notre sortie de couleur dans la couleur de la Normal Map et on va brancher le tout dans la normale de notre matériel PBR. Et vous allez voir ce que ça donne. Je pense qu'on voit assez bien la différence. Je me trompe? Enfin bon. Si jamais vous trouvez que votre normale est trop intense, par exemple, je trouve que cette partie a vraiment trop de relief, eh bien, je peux baisser sa force avec le strength de normalement. Je peux aussi le booster au maximum, dépendant de ce que je veux faire. Pour l'instant, je vais le laisser à 1, ça va être suffisant. Ce ne sont pas les seuls éléments qu'on va utiliser. On a aussi ici, ça c'est le roughness, qui est quand même assez important, qui va dire à quel point on va brouiller la réflexion. Et je précise ici que, encore une fois, ce n'est pas une image. Il s'agit de données, donc on va le mettre en non-color data. Et je le branche dans roughness. Ensuite de ça, il me reste ça, c'est la translucance. Ça, c'est comment? Je ne veux pas m'embarquer dans celui-là, donc on va le sauter parce que sinon je vais perdre trop de monde, je pense. Il reste, okay, ça encore une fois, c'est la même chose. Okay. Donc, on va se contenter de ces trois-là pour l'instant. Sinon, j'ai peur de perdre vraiment beaucoup de monde. Donc, jusqu'à date, ça me donne un espèce de sol de forêt avec un espèce de petit plaque d'eau qu'il y a ici. Mais ça reste que, vu comme ça en perspective, ça reste excessivement plat. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis le Multi Height, le height. La raison, c'est qu'il faut modifier les propriétés de rendu de Blender. Pour ça, on va aller dans le moteur de rendu, on va le mettre à Cycles. Feature Set, on va le mettre à Expérimental. OK, rassurez-vous, les éléments qu'on va utiliser ne sont pas si expérimentaux que ça. Ça fait à peu près 10 versions différentes que ces éléments-là sont en expérimental et pourtant, ça reste disponible. Et ça fonctionne très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais juste me mettre ici en mode rendu pour voir
directement le résultat. Mettre en parallèle comme ça. Et je vais aller me chercher un node. C'est-tu dans vecteur? Je crois que c'est dans vecteur. Displacement. Voilà. Je branche ceci dans height et je le mets dans displacement ici. Et il ne se passe rien. Rassurez-vous, c'est normal. Il me reste une autre chose à modifier. Si je vais dans mon matériel ici, je peux aller, il ne faut pas que je me trompe, dans displacement, setting, et le type de displacement qu'on a ici, on a bump only, on va le mettre à displacement only. Et voilà. Maintenant, on a un displacement qui est rajouté à notre plane originel. Ce qui donne quand même un résultat un peu plus intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? C'est cool. Et ça, c'est seulement avec quelques images. On s'entend, il y en a que je n'ai pas utilisées. Ouais. En gros, la translucence, ça, c'est une sorte de transparence, mais je ne veux pas rentrer là-dedans pour tout de suite. Ça impliquerait d'autres matériaux, je ne veux pas rentrer là-dedans. Disons juste que ça permet de rajouter de la transparence. Dans ce cas-ci, ce serait probablement pour l'eau, mais ce n'est pas très important. Ce que je voudrais montrer cependant, c'est qu'on peut multiplier le nombre d'images qu'on rentre à l'intérieur d'une seule texture. Donc, si par exemple, je sélectionne celle-ci, là, je vais juste enlever le displacement et toutes les autres images pour l'instant, juste le temps de le montrer. Voilà. Donc, je trouve avec une seule image, je sélectionne celle-ci. Je vais même brancher celle-ci directement pour qu'on voit 100%. Voilà. Et voilà, on y est. Je peux ouvrir le menu sur le côté et aller dans item, oui, texture mapping. Et là, je peux dire que je vais, disons que je veux 4 fois l'image à l'intérieur. Je rentre dans les 3 valeurs et je me retrouve avec une répétition de 4 fois la texture originale. Là, on va voir que ça crée un espèce de motif de répétition. C'est pas grave, on va voir comment le régler dans quelques instants. Et pour l'instant, on va simplement l'appliquer sur toutes nos textures. Voilà. Et sur celle-ci aussi. Et voilà. Et je vais rebrancher le tout. Roughness. Normal. Et celle-ci, on va le mettre dans Displacement. Et voilà. C'est moins beau que tantôt parce que, bon, comme j'ai multiplié mon displacement par 4, on s'entend que les détails devraient être à peu près 4 fois plus petits. Donc, je peux le diminuer ici et le mettre à 0.25. Peut-être un petit peu bas, mais on va faire avec. Jusqu'à date, ça va. Mais, je regarde mon image, je vois que je reconnais quand même très facilement un motif de répétition. Pour enlever ça, le plus simple que je pourrais recommander, ce serait simplement de faire un deuxième matériel. Donc, je sélectionne tout ça, copier, CTRL-C, CTRL-V, j'appuie sur G pour le déplacer, je vais le mettre juste au-dessus. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais reprendre toutes mes textures, et au lieu de les mettre en 4, je vais les mettre en 2.5 partout. Il faudrait que je le fasse partout. Ça ici aussi. Pour ça. Et je vais aussi le faire avec mon displacement, mais je vais le laisser en bas, celui-là. Là.
m'assurer que ça n'a pas changé ces valeurs-là. C'est bon. Maintenant, je vais mélanger mes deux matériaux en utilisant un autre node qu'on appelle un où est-ce qu'il est? Shader. Mix Shader. Le Mix Shader, ça va me prendre mes deux matériaux et ça va les mixer ensemble. J'aurais pu aussi le faire avec un mix color, le même node que j'avais ici, utilisé ici, mais avec le mix. Mais ça me permet de montrer le node Mix Shader, donc j'en profite. Et je vais brancher le tout ici. Et je vais aussi faire la même chose, mais avec un Add Color, Mix RGB. Et je vais mettre ces deux-là ensemble. Là, on s'entend, on voit quand même la répétition. Parce qu'il me reste une autre étape à faire. Je vais utiliser Add une texture, laquelle je prends. On va utiliser une Noise Texture. C'est une texture qu'on appelle procédurale, qui va permettre de générer une image sans fichier image. Donc, si je regarde ce que ça donne, je vais la brancher directement ici. Ça ressemble à ça. On s'entend, moi, ce que je veux, c'est une image noir et blanc qui va me permettre de mélanger mes deux shaders différents. Ça, c'est assez simple à faire. On va simplement prendre un color. Non, c'est converter, je pense. Et là, c'était separate RGB. Et voilà, je me retrouve avec une couleur noir et blanc. Tout est en gris. On va corriger ça encore. Je vais utiliser cette fois-ci color. Je vais utiliser... je vais prendre les courbes, ça va être le plus simple, je pense. Je vais utiliser les courbes pour modifier l'intensité des couleurs. En fait, des niveaux de gris, je devrais dire. Et je voudrais quelque chose qui est quand même un peu plus gros que ce que j'avais. Donc, quelque chose comme ça. Je vais augmenter le détail. Là, ça me semble pas trop mal. Quelque chose comme ça. Que je vais peut-être juste là. Ça me semble bien. Je vais juste faire une autre étape. Je vous explique pourquoi dans une seconde. Allez prendre un Color Mix RGB. C'est simplement une précaution que je prends parce que si je regarde ma courbe, je risque d'avoir des valeurs qui vont en dessous de noir et au-dessous de blanc. Et ça peut poser des problèmes au niveau du rendu. C'est pour ça que je mets un mix. Je mixe la couleur avec elle-même et je rajoute un clamp. Le clamp, ce que ça va être, ce que ça veut dire, c'est que ça va, comment je dirais ça? Ça va dire qu'il n'y a pas de couleurs qui vont aller au-delà de 1 et pas de couleurs qui vont aller au-delà de 0. En gros, c'est ça. Donc, ça me permet d'aplatir ça et d'éviter éventuellement des problèmes. Même si visuellement, ce node-là ne fait absolument rien, ça va servir un peu de protection. Et maintenant que j'ai ces nodes-là, ce que je vais faire, aller brancher ça dans le FAC, qui est le facteur de mon Mix Shader. Et je vais brancher le tout dans mon matériel. Et je vais faire aussi la même chose avec mon displacement ici. Et voilà, la répétition est maintenant beaucoup moins visible. Ce que je pourrais faire, peut-être juste augmenter un petit peu ça parce que je le trouve un peu faiblard.
Et voilà. Est-ce que tu as des questions? Non, c'est bon. Je le sais, pour ceux qui n'ont jamais fait de 3D, c'est un petit peu complexe, mais je vais juste vous montrer à quel point on peut aller loin avec les nodes. Rassurez-vous, on peut faire aussi des matériaux beaucoup plus simples que ça. Par exemple, là, je vais en créer un autre. En fait, ce que je vais faire, je vais dupliquer le plane et créer à celui-ci un nouveau matériel que je vais refaire à partir de 0. Là. Maintenant, il est tout noir parce que, bon, j'ai plus de matériel, mais j'avais dit qu'on reviendrait sur les matériaux. Pour les matériaux, si je viens dans Shader, on a tous ceux-ci. Je ne vais pas toutes les montrer. Pourquoi? Parce que ce serait excessivement long et il y en a qui ne seraient pas exactement utiles pour l'instant. Je pense par exemple au Hold Out qui est surtout utile pour les passes de rendu. On n'est pas rendu là. Parmi ceux que je voudrais montrer qui peuvent être intéressants pour certaines personnes, c'est le Toon BSDF. Ah, et pour ceux qui se posaient la question, jusqu'à date, on utilisait celui qui s'appelle Principled BSDF. C'est celui qu'on utilisait jusqu'à date, qui est le matériel PBA de Blender. Bon. Maintenant que j'ai mon Toon BSDF, ce que je peux faire, je peux le mettre dans Surface et ça me donne ceci. Je le sais, c'est très joli. Oui, je suis sarcastique. Mais si je prends une de mes textures de tout à l'heure, voilà, je le branche dessus, voilà ce que ça donne. Ça paraît plus ou moins intéressant parce que c'est un objet justement plat. On va lui donner un petit peu plus de relief avec le height qui est ici. Add vector displacement. Voilà. Height. Et voilà. C'est, OK. Ceux qui se demandent pourquoi il y a des carrés partout, c'est ce qu'on appelle le problème du Terminator. Rassurez-vous, ça se corrige facilement, simplement en rajoutant des subdivisions. Bam. Et aussi, je vais baisser un petit peu la force du bump. Voilà qui est fait. Il y a quand même pas mal de problèmes. Donc, ce qu'est le Toon BSDF, c'est ce qu'on appelle un Toon Shader. Pour ceux qui connaissent par exemple Breath of the Wild, c'est le shader qui est appliqué sur Link. Idem pour, voyons, dire, Wind Waker, pardon. J'avais un blanc de mémoire un peu stupide. Donc, c'est avec ça qu'on va stimuler un effet cartoon. Et d'ailleurs, si je viens reprendre, supprimer ça, pas ça, je me crée file, import, obj, stop, je reprends mon ami de tout à l'heure, voilà. Donc, j'ai mon personnage ici, je vais le subdiviser pour éliminer le problème de Terminator. Et non, le problème de Terminator ne fait pas référence au film du même nom. C'est le Terminator, c'est en fait l'espèce de jonction entre ombre et lumière qu'on voit sur un objet tridimensionnel. Donc, par exemple, la ligne qu'il y a ici. Le problème du Terminator en 3D, c'est quelque chose qui apparaît quand on a des faces qui sont pas 100% éclairées, mais enfin, sans rentrer dans les détails techniques, ça se règle assez facilement avec des subdivisions. Donc, j'ai maintenant mon objet qui est ici. Je peux lui mettre... juste me créer un nouveau shader, ça aiderait un peu. Hein? Il était déjà fait? Ah oui, il était déjà fait. Donc, je me crée un shader, Toon BSDF, voilà. Et je vais lui appliquer directement.
déjà, quand on a un personnage, c'est un petit peu plus facile de voir qu'est-ce que fait le Toon BSDF. Je vais juste l'orienter un petit peu vers la lumière. Qu'on voit un peu mieux. Donc, ça simule un espèce d'effet un peu cartoon avec des hauts contrastes, si je résume. On peut dire à quel point on veut smoother la transition de l'un avec l'autre. Si on le smooth trop, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un shader normal qu'un Toon Shader. Pour la couleur, on peut choisir une couleur peau comme c'est un personnage. Je vais choisir quelque chose d'à peu près convenable. Chose comme ça. Le size permet de dire quel pourcentage est considéré comme étant dans la lumière et quel pourcentage est considéré comme étant dans l'ombre. Là, je l'ai mis quand même au maximum. Je ne sais pas si on peut le dépasser avec lui. Oui, on peut le dépasser, mais éventuellement, ça ne fera juste plus rien. Je vais le voir en ce moment. Donc, si je le mets juste à 1, on voit que ça ne fait plus grande différence. Et ça, je peux faire la même chose avec les cheveux. Là, add shader. Toon BSDF. Voilà. Faites les cheveux bruns, comme le personnage. Non, brun, dis-je. Ah, quelque chose comme ça. Voilà. On peut augmenter le pourcentage qui est dans la lumière versus dans l'ombre. Et on finirait par avoir un personnage shadé en cel shading au complet. Je tiens à préciser que normalement, ça s'utilise aussi avec des outlines qui sont rajoutés au rendu. Je ne veux pas rentrer là-dedans, ce serait un autre niveau de complexité. J'essaie de rester le plus simple possible, même si ça paraît peut-être pas nécessairement aujourd'hui. Mais ça peut commencer à ressembler à ça. Je vais quand même rajouter un petit détail supplémentaire. On peut, comment je dirais ça? On peut complexifier un shader assez facilement. Par exemple, si je prends, je vais y aller avec un input ambient occlusion, ce qui va me permettre de montrer un peu plus visuellement à quoi ressemble un ambient occlusion. Si je regarde, je vais mettre aussi là-dessus. Ambient occlusion, voilà. Si je prends l'ambient occlusion, voilà à quoi ressemble l'ambient occlusion dont je parlais tantôt, soit de 100%. Donc, si je prends justement l'ambient occlusion, je peux dire que je vais brancher ça dans la couleur de base de mon objet. Et là, il y a un niveau supplémentaire qu'on peut rajouter comme ça en faisant... Bon, il y en a qui trouvent ça intéressant. On peut même aller choisir une couleur ici. Et voilà. Chose pour ça. Je vais copier cette couleur-là. Coller ici. Je vais l'avoir. Et bam. Et voilà. D'ailleurs, je vais juste sortir de ça. Material Preview. On voit que justement le Material Preview ne gère pas très bien le cel shading, malheureusement. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-ci, je reste avec le render. Des fois, le matériel preview va donner de très bons résultats pour nous permettre de travailler plus rapidement, mais dans d'autres cas, il vaut mieux travailler en rendu direct. Je précise pour information. Donc, ce que je peux faire aussi, je pourrais rajouter, par exemple, un Fresnel. Est-il dans Input, je pense qu'il était dans Input. Voilà, Fresnel. Là, et dire que
Add input RGB, je peux prendre ça, le mettre ici. Là, j'improvise un peu pour être honnête, mais c'est pas trop grave. Add mix RGB, je le mets ici. Et voilà. Le Fresnel, c'est un peu, on pourrait dire, un pourcentage d'inclinaison par rapport à la caméra. Dans ce cas-ci, je l'utilise principalement pour faire un espèce de rim light sur les cheveux ici. En ce moment, je le trouve un peu trop fort, ben, un peu trop doux, je devrais dire. Il est comme un peu smooth. Donc, là, et ça, c'est trop saturé. On va le baisser un petit peu. Quelque chose comme ça. Ce que je vais m'amuser à faire, je vais prendre ça, ça, ça. Copier. Ça va marcher. Oui, ça marche. Là, mettre ici. Et voilà. Et comme ça, c'est beaucoup plus pâle, je vais le mettre blanc carrément. Et voilà. Et voilà. Je suis peut-être allé un petit peu fort. Là, va. Quelque chose comme ça. Et voilà. Bon, je pourrais le retravailler encore, mais ça... Le problème, c'est surtout la partie dans l'ombre qui m'agace un peu. Donc, disons que je suis satisfait de mon shader et que je veux pouvoir l'utiliser dans d'autres éléments. Ce que je peux faire, je peux sélectionner tout ça et dire... En fait, non, je vais juste faire une dernière modification. C'est un petit RGB. Voilà. Je vais le mettre ici. Comme ça. Et voilà. Une seconde. Je souris qu'il y a la bonne couleur. Mettre ici. Je sélectionne les nodes. Ici, je vais aller dans Group, Make Group. Et ça va me donner ceci. J'ai créé un shader personnalisé qui va avoir, littéralement, si je ressors de là, pour ressortir en passant ces tabulations, j'enlève ceci, et je retrouve avec un shader dont je peux changer la couleur très facilement. Simplement, avec une valeur, qui est celle-ci. Et si je veux le modifier, j'ai juste à le sélectionner, à appuyer sur tabulation, et je retourne à l'intérieur. Et ce qui est merveilleux maintenant, tant que je reste dans cette scène-là, je peux aller dans Add Group et j'ai mon Node Group qui est ici. J'aurais dû le nommer, je m'excuse, je ne l'ai pas nommé. Et je peux le dupliquer à l'infini. Autant que je veux. Dans d'autres matériaux si j'en ai besoin. Des questions? Non. Okay. C'est bon. OK. Et c'est ce qui termine la vidéo pour cette semaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager, à liker, à laisser un petit pouce par en l'air. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et si jamais vous faites des projets, je serai aussi intrigué de les voir. Laissez-les en commentaire, je vais les regarder. À la semaine prochaine.